BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se bâtissent sous nos yeux, des contemporains du futur. C'est votre épisode, dernier épisode de l'année d'ailleurs pour les pros des cryptos, avant de vous retrouver bien sûr début janvier pour une nouvelle année qui s'annonce sans doute passionnante. Nos NFT, rien qu'à nous, sont présents, ils répondent à l'appel de BFM Business une nouvelle fois. Nos talents non fongibles de BFM Crypto. Owen Simonin pour Meria, il est à la tête de la chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen, on vous aperçoit et on vous salue depuis votre Moselle chérie. Claire Balva aussi nous accompagne, VP stratégie de Deblock. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. En plateau avec nous cette semaine, on va dans un instant bien sûr parcourir l'ensemble des actus de la semaine. Mais d'abord, il se passe beaucoup de choses sur les cours des cryptos. On va appeler Gilles Santacreux depuis boursicoté.com pour comprendre. C'est vrai que c'est le grand yo-yo là en ce moment sur les cours du Bitcoin. On a un Bitcoin qui était monté il y a quelques jours à 108 000 dollars et ce vendredi après-midi, le Bitcoin redescend à 94 000. Ça va très très vite. Gilles Santacreux, donc, que l'on appelle aujourd'hui et qu'on va essayer de joindre dans un instant. Mais c'est vrai que l'actu crypto a de quoi nourrir effectivement les achats, les ventes. On va regarder le plus, le moins. Il y a quand même beaucoup plus de phénomènes positifs en ce moment pour les cryptos que négatifs, mais quand même des interrogations. Par exemple, par rapport à ce qui se passe au Bitcoin. C'est à la une de ce nouveau rendez-vous des pros des cryptos. Le Bitcoin chahuté au Salvador comme monnaie légale, chahuté par le FMI. On se demandera si ça pourrait avoir un impact sur les velléités peut-être de certains États de vouloir faire du Bitcoin une monnaie nationale. On reparlera des grandes leçons de cette année 2024 sur le marché crypto. Bien sûr, les records du Bitcoin. Bien sûr, l'élection de Donald Trump. Mais on ne va pas s'arrêter à cela. On va regarder aussi les nouveaux projets, les nouvelles infrastructures qui parallèlement ont émergé cette année, histoire de vous projeter un peu plus à l'intérieur, comme des insiders à l'intérieur de cet écosystème crypto, au-delà de la politique et au-delà des seuls records du Bitcoin. Et puis MicroStrategy, la plus grande réserve au monde de Bitcoin, réserve privée de Bitcoin, MicroStrategy, le titre qui est coté à Wall Street, va intégrer ce lundi 23 décembre, le Nasdaq 100. Les cryptos montent en puissance donc à Wall Street, on le voit, même si ça reste évidemment encore marginal à l'échelle du marché américain. C'est un pas important qui sera franchi donc avec l'entrée pour la première fois de MicroStrategy dans le Nasdaq 100. C'est votre nouveau numéro des pros des cryptos. Votre machine à concentrer l'essentiel de la semaine s'enclenche tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc pour nous accompagner cette semaine, Claire Balva, en forme Claire. Très en forme. Ravi de vous retrouver. Owen Simonin, Asher bien sûr. Bonjour Asher, bonjour Owen. Vous préférez qu'on dise Asher ou Owen? Peu importe, comme vous voulez. Ouais, oui, vous êtes le même. Combien d'abonnés désormais sur votre chaîne YouTube, Owen? 720 000 720 000, ça pas mal. Oui, on était à 700 la dernière fois. 700 000, donc plus 20 000 encore là en 2-3 semaines. Félicitations Owen. Et puis Gilles Santacreux aussi est avec nous depuis les bureaux de boursicoté.com. Bonjour Gilles. Le Bitcoin, on le disait, qui fait le yo-yo en ce moment. Et le Bitcoin aujourd'hui atterrit, je dis atterrit parce qu'il a un petit peu baissé là quand même, atterrit à 94 000 dollars. D'un point de vue technique, comment sentez-vous le potentiel à venir sur le Bitcoin ? Alors pour l'instant, on est dans une phase de consolidation. Si on prend l'amplitude que l'on a eue entre le début du mois de novembre et les points hauts que nous avons eus donc il y a quelques jours, donc à 108 000, on est revenu s'approcher d'une zone de support identifiée à 92 000 dollars pour un Bitcoin, ce qui représente un retracement, alors ceux qui utilisent les retracements de Fibonacci, à 38,2%. Ce qui veut dire qu'on est dans une phase de consolidation qui pour l'instant ne remet pas en cause la dynamique haussière. On a toutefois donc une neutralisation de la dynamique qui était en cours. Donc pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Ce qu'il va falloir regarder, c'est ce qui se passe autour de la zone de support à 92 000 dollars pour un Bitcoin, puisque c'est la cassure de cette zone de support qui pourrait nous donner un signal un peu plus inquiétant. Dans ce contexte, qui je le rappelle a été, provoqué par les derniers discours de Jérôme Powell et la hausse du dollar. Au niveau du dollar, on est sur des plus hauts depuis 2 ans sur le dollar index. On a des prises de bénéfices. On remarque qu'il y a quelques crypto-monnaies qui résistent un peu mieux que les autres. Bitcoin en fait partie. On a le Ripple aussi qui résiste plutôt bien à la baisse ambiante. Sinon, c'est vrai que pour beaucoup d'autres, on a une baisse relativement marquée. En ce qui concerne le Bitcoin, ce n'est pas encore trop grave pour le moment. La zone à surveiller, c'est donc 92 000 dollars pour un Bitcoin.
Gilles Santacreux, boursicoté.com. On verra comment tout cela évolue au cœur de la fin de l'année et des fêtes. Bien évidemment, on restera arrimé à ces cours, bien sûr, et on vivra l'année 2025 qui approche avec beaucoup de curiosité. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir accompagnés. C'est le tournant qu'on n'attendait pas quand même. Claire, Owen, le Bitcoin ne sera peut-être plus. Alors si, il va rester monnaie légale au Salvador, mais on sent que le Salvador est de plus en plus chahuté là-dessus et désormais chahuté par le FMI qui enjoint le Salvador à contenir son amour pour le Bitcoin, en tout cas à faire un peu moins de démonstration d'amour, et le Salvador accepte de moins démontrer son amour pour le Bitcoin. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est une défaite, Owen, pour le Bitcoin au Salvador? Il y a un truc qui est certain, c'est que c'est perçu par le marché comme une défaite. Pour moi, ce n'en est pas une. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2021, le président du Salvador, Nayib Bukele, a décidé de faire de Bitcoin la monnaie légale, officielle du pays du Salvador. Ce que demande le FMI, c'est à partir de ce moment-là, dès que cette décision a été prise, ils ont mis en suspens un prêt potentiel d'1,3 milliard de dollars. Depuis, ça a lancé de grosses discussions et des négociations avec le Salvador qui viennent d'aboutir, après 40 mois de négociations, sur les termes suivants. Premièrement, la politique Bitcoin doit être plus souple. Ça ne veut pas dire faire de Bitcoin une monnaie qui n'est plus une monnaie légale au Salvador, mais pour le coup, ne pas obliger, par exemple, les commerçants à l'accepter, ce qui est normalement une obligation sur une monnaie légale. Ce qui était déjà, en réalité, pas vraiment le cas, dans le sens où certains commerçants n'étaient pas équipés pour accepter Bitcoin et n'avaient pas les moyens de le faire, et donc ne le faisaient pas, tout simplement. La deuxième chose, c'est que la politique soit un petit peu plus souple, notamment sur la méthode et les rachats que le pays vont faire sur Bitcoin. Nayib Bukele a mis en place un DCA et rachète très souvent du Bitcoin de façon journalière. En attendant, ce n'est pas non plus une annulation de cette méthodologie. D'ailleurs, juste après l'accord avec justement le FMI, le président du Salvador a émis un nouvel achat et a continué son achat de Bitcoin, et il a d'ailleurs communiqué sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que son objectif, c'est naturellement d'aller dans l'intérêt de ses citoyens et du pays du Salvador. Et pour le coup, le FMI a, en échange de ces différentes concessions et également de cet assouplissement de sa politique envers Bitcoin, accepté non seulement pas de prêter 1,3 milliard de dollars, mais 2 milliards de plus. On parle donc d'un prêt accordé par le FMI de plus de 3,4 milliards de dollars au Salvador, en échange d'un assouplissement de sa politique envers Bitcoin, du fait de ne pas obliger les commerçants à accepter Bitcoin comme étant une monnaie obligatoire dans le pays, et pour terminer, certains arrêts, comme notamment l'intérêt d'un portefeuille, comme le portefeuille Chivo, qui était utilisé déjà par les habitants du Salvador, mais qui n'était pas largement utilisé et adopté dans le pays. Alors, même question, Claire. Est-ce que c'est une défaite pour le Bitcoin, ce qui se passe là au Salvador, le fait que le Salvador ne puisse plus présenter Bitcoin, obliger, on va dire, ses citoyens à adopter dans leur vie quotidienne, ou en tout cas les commerçants à imposer certains paiements en crypto? Enfin voilà, est-ce que là, ce qui se passe est important, et est-ce que ça justifie la baisse qu'on observe en ce moment sur le Bitcoin? Alors, ce renoncement de la part de Nayib Bukele sur l'obligation auprès des commerçants à accepter le Bitcoin, je pense qu'il est assez logique, parce que dans la pratique, c'était de toute façon pas respecté. Et en fait, les commerçants pouvaient dire oui, j'accepte le Bitcoin, ou non, je ne l'accepte pas. Ils savaient ce que c'était que le Bitcoin, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce qu'on connaît dans nos pays. Mais tous n'acceptaient pas le Bitcoin. Donc en fait, renoncer à ce point-là ne coûtait pas grand-chose au président du Salvador. Il faut bien voir que la loyauté de Nayib Bukele et de son gouvernement, elle va normalement d'abord au peuple du Salvador avant d'aller à la communauté Bitcoin. Et je pense que le Salvador avait besoin de ce prêt du FMI qui va apporter beaucoup de choses au pays. Donc c'est tout à fait logique finalement de renoncer à certaines choses qui ne coûtent pas grand-chose pour obtenir ce prêt. La crainte du FMI, à mon sens, si je me mets un peu à leur place, c'est de se dire je vais prêter plusieurs milliards de dollars au Salvador. Le risque, c'est quand même qu'ils les utilisent pour acheter en masse du Bitcoin. Et donc, c'est plutôt normal que le FMI ait demandé quand même des garanties. Alors, certes, ça ressemble à du chantage, mais le FMI n'est pas là pour faire la promotion de Bitcoin, donc il n'y a pas grand-chose d'étonnant non plus pour ma part. Alors, tout ce qui se passe là, et ces différentes annonces là, ces différents événements de fin de semaine au Salvador, c'est aussi l'objet de notre question crypto qui claque. Chaque semaine, on vous pose cette question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Crypto, et la question qu'on vous a posée ce matin vous a fait réagir. On va voir Owen, on va voir Claire, ce que vous répondez à cette question. Je vous laisse un instant.
bien vous connecter, vous tous qui nous suivez, ou vous abonner à BFM Crypto, donc sur X ou encore LinkedIn. Le Salvador, le FMI chahute le Bitcoin comme monnaie légale sur place. Est-ce que cela pourrait dissuader d'autres pays de faire du Bitcoin leur monnaie nationale? Est-ce que ce qui arrive là au Salvador pourrait dissuader d'autres pays de faire du Bitcoin leur monnaie légale? Oui ou non? C'est la question crypto qui claque cette semaine. Je vous laisse donc un instant de réflexion, Claire et Owen, et vous tous, n'hésitez pas à participer. Claire, est-ce que ça va les dissuader les autres pays? Oui. Owen? Oui. Unanimité. Unanimité, oui à ce point-là. C'est-à-dire que le Salvador aura été le seul. Alors il y a aussi la Centrafrique, c'est ça qui a voulu. Qui avait envisagé, mais qui n'avait pas fait. Voilà, c'est ça. Donc le Salvador, dans l'histoire, restera sans doute à vos yeux comme le seul pays qui aura voulu faire du Bitcoin sa monnaie légale. Alors c'est pas définitif, hein, mais c'est très clairement un élément négatif, surtout pour des pays qui ont réellement besoin de prêts de la part du FMI. Donc je pense notamment aux pays dits en développement. Forcément, pour ces pays-là qui sont sous le joug du FMI, qui ont besoin de cet argent, ils se disent ok, si je fais de Bitcoin ma monnaie nationale, je ne pourrai plus compter sur le soutien des autorités monétaires mondiales. Et donc, forcément, c'est un élément négatif. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais le faire, mais pour pouvoir le faire, il faut être indépendant et ne pas avoir besoin de ce fonds monétaire. Oui, Owen, donc, à vos yeux, plus aucun autre pays n'osera vouloir faire du Bitcoin sa monnaie légale ? Plus aucun autre pays qui a vraiment besoin du soutien du FMI. C'est d'ailleurs ça qu'a pricé le marché, je pense. C'est pas du tout entre guillemets un renoncement du Salvador, qui a d'ailleurs renouvelé son amour pour cet actif, mais c'est vraiment un message plus fort en disant attention à certains pays qui veulent baser leurs réserves sur Bitcoin, car ça peut mettre des tensions et ça peut venir complexifier la discussion avec le FMI. L'autre enjeu, bien sûr, pour les cryptos, c'est de savoir si Bitcoin deviendra un jour réserve stratégique d'un certain nombre de pays, au premier rang desquels les États-Unis. La Fed, là-dessus, s'est exprimée. Jérôme Powell, son président, a expliqué cette semaine que la Fed n'a pas le droit de constituer des réserves en Bitcoin. Et donc, la Fed, dit-il, ne cherchera pas à constituer des réserves en Bitcoin. L'idée d'une réserve stratégique américaine, cette idée poussée par Donald Trump, est-elle du coup remise en cause, Owen ? Alors, pas vraiment. Ça veut dire que la loi ne le permet pas aujourd'hui, mais il y a justement une discussion sur un projet de loi qui permettrait de le faire. En tout cas, ce que ça veut dire très clairement, et pour rester succinct sur cette question qui est évidemment très complexe, c'est que ce ne sera pas décidé en quelques minutes et ce ne sera pas annoncé et ce ne sera pas une décision qui sera prise à la légère. Ce sera évidemment un message qui sera lourd de conséquences et encore une fois, ce ne sera pas simplement les États-Unis qui achèteront des bitcoins pour en faire une réserve, mais ce sera un message politique, financier, à l'international, très très fort. Et ça pourra donner des idées à d'autres pays. Et comme je le dis souvent, quand il y a des positions aussi fortes prises par des pays qui sont l'exemple de beaucoup de choses, notamment dans le monde de la finance, ça reste quand même mine de rien les émetteurs du dollar américain, eh bien naturellement, ça va obliger certains autres États à prendre la décision ou non de s'exposer à cette crypto-monnaie. Et donc, il va y avoir un effet cascade. Et c'est pour ça que le marché, encore une fois, quand il y a ce genre d'annonce, vient calmer ses ardeurs sur Bitcoin, parce que ce sont les espérances de beaucoup d'investisseurs qui voulaient voir un Bitcoin intégré à la réserve des États-Unis dans quelques jours ou dans quelques semaines qui viennent de s'envoler. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu, mais en tout cas, ça ne se fera pas aussi vite et ce sera, quoi qu'il arrive pas, une décision prise à la légère. C'est ça, donc c'est pas remis en cause. La réserve stratégique américaine en Bitcoin pourrait voir le jour, même si aujourd'hui la Fed n'aurait pas le droit de constituer cette réserve si l'on en croit Jérôme Powell. Non, mais puis c'est pas forcément la Fed qui le gérerait. Ça pourrait être le Trésor américain ou d'autres entités. Voilà, je suis pas spécialiste de l'administration américaine, mais il n'y a pas que la Fed dans l'histoire. Ce qui est important, je trouve ici, c'est que le fait que Donald Trump ait proposé cette réserve stratégique et qu'elle puisse se concrétiser potentiellement dans les prochains mois, ça va légitimer ce genre de propositions politiques un peu partout dans le monde. Et jusqu'ici, les seules personnes qui proposaient des réserves en Bitcoin pour les États, grosso modo, c'était des bitcoiners ou des gens qui travaillaient dans le secteur qui étaient pris un peu pour des fous. Et là, le fait que ça puisse se concrétiser aux États-Unis, la conséquence, c'est qu'il y a sans doute des hommes et des femmes politiques dans d'autres pays qui vont aller déposer des propositions de loi ou qui vont tout simplement faire des discours dans des parlements, etc., pour lancer le débat sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que ça se fera en 2025 dans d'autres pays, mais en tout cas, ça va lancer des discussions et il va sans doute y avoir des débats acharnés dans différents systèmes parlementaires. Je sais qu'en Russie, on en parle, au Japon aussi, au Brésil.
Voilà, donc il y a tout un tas de pays où ce genre de propositions sont sur la table. Et une députée française européenne qui a émis cette hypothèse aussi. Oui, là c'est un discours, on n'est pas encore au stade de la proposition. Non, effectivement. Bon, on va regarder vos réponses. Tiens, est-ce que ce qui arrive au Salvador pourrait dissuader d'autres pays, les autres pays, de vouloir faire du Bitcoin leur monnaie légale, oui ou non? Vous êtes optimiste, vous pensez que non? Vous pensez que ça dissuadera pas les autres pays de vouloir faire du Bitcoin leur monnaie légale? 70% d'entre vous pensent que ça les dissuadera pas et 30% pensent qu'au contraire, comme Owen et Claire, ça dissuadera les autres pays. Bon, n'hésitez pas, laissez-nous surtout vos arguments en commentaire. Tous vos arguments comptent. On continue de balayer la semaine crypto, d'anticiper l'avenir aussi et la suite. Et à mesure qu'il s'approche de son retour à Washington, Donald Trump continue de consulter l'écosystème, de préparer le terrain pour ses réformes. Alors attendez juste un instant, Chris, notre réalisateur magique, Chris veut intervenir. C'est ta libre antenne, Chris, vas-y. Oui Guillaume, petite précision. Tu nous dis que Donald Trump rencontre l'écosystème. Oui. Et moi j'ai lu qu'il avait vu le patron de Crypto.com, la plateforme. Et comme par hasard derrière, Crypto.com abandonne son procès contre la SEC. Coïncidence ? Ah, il a raison là. Crypto.com rencontre Donald Trump et juste après, Crypto.com annonce comme par hasard abandonner ses poursuites contre la SEC. C'est quoi le deal là? C'est ça ta question, Chris? Ouais, c'est ça. Claire. En fait, le Crypto.com avait déposé plainte contre la SEC pour une raison bien précise, c'est qu'ils avaient reçu ce qu'on appelle une Wells Notice de la SEC. Donc en fait, ils allaient eux-mêmes être poursuivis ou être mis sous enquête de la part de la SEC. Donc ils avaient déposé une plainte en réaction. Or là, avec le changement d'administration et le changement de présidence de la SEC, il est probable que Crypto.com se dise on est quand même beaucoup plus tranquille avec la SEC et l'enquête qui devait avoir lieu n'aura finalement pas lieu et tout va mieux se passer. Donc voilà, ils anticipent tout simplement le changement à la tête de la SEC. Voilà, et Donald Trump, effectivement, rencontre les leaders de l'industrie. Donc, il a rencontré le patron de Crypto.com, il a aussi rencontré le patron de Coinbase. Il rencontre tous les grands leaders de l'industrie pour se faire son idée sur ce qu'il conviendrait de faire en termes de réglementation crypto. C'est ça, donc il continue de consulter l'écosystème. Là, Donald Trump, il n'y avait pas juste les promesses de campagne et puis 2-3 annonces en fanfare après son élection. Non, il continue, il travaille, il prépare le terrain et il y a déjà un premier impact à travers l'abandon des poursuites de Crypto.com contre la SEC. Voilà. C'est une sorte de réconciliation en fait là qu'il va falloir mettre en place et ça va être tout le travail de Paul Atkins qui va arriver à la tête de la SEC, c'est de réconcilier les autorités américaines, notamment le gendarme boursier américain, la SEC, et les plateformes crypto qui étaient quand même en guerre depuis 2 ans. Chris, c'est ta libre antenne, tu le sais, les pros des cryptos chaque vendredi, n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites. On parlait de la défaite du Bitcoin au Salvador. Il faut qu'on évoque sa victoire à Wall Street. C'est peut-être plus important ça pour le coup, pour l'histoire, l'épopée, l'avenir lointain, en tout cas à long terme du Bitcoin. Les prochains jours seront marqués par la montée en puissance effectivement des acteurs Bitcoin crypto à Wall Street. MicroStrategy intégrera lundi, Owen, le Nasdaq 100, l'indice Nasdaq 100, l'un des plus grands indices du marché américain. MicroStrategy, cette réserve sur pattes, réserve de Bitcoin, ils en ont encore acheté d'ailleurs pour la 6e semaine d'affilée des Bitcoins. Une boîte crypto dans le Nasdaq 100. C'est un grand pas pour les cryptos ou plutôt un grand pas pour Wall Street ? Il y a un petit peu des deux. La réalité, c'est que c'est un pas vers la légitimité pour MicroStrategy et on le sait très bien. MicroStrategy détient presque 450 000 bitcoins, soit plus de 2% des bitcoins en circulation. C'est le gros de leur stratégie, on peut le dire. Et pour le coup, ils viennent d'intégrer le Nasdaq 100. C'est le terrain de jeu d'Apple, c'est le terrain de jeu de Microsoft. Donc naturellement, ça donne de la légitimité, ou en tout cas, Wall Street donne de la légitimité à MicroStrategy et donc indirectement à cet actif, le Bitcoin. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dès qu'on rentre dans le Nasdaq 100, on commence à attirer les regards des fonds indiciels qui se positionnent uniquement sur certains titres qui sont justement dans ce genre d'indice. Et donc, ça pourrait apporter de la liquidité dès la semaine prochaine sur MicroStrategy et naturellement, indirectement, sur Bitcoin. Ouais. Lundi, donc, MicroStrategy. Alors, on sera curieux sur BFM Business. On regardera ce que fait ce titre MicroStrategy, donc, pour son ouverture à Wall Street. Lundi, dans le Nasdaq 100 pour la première fois de son histoire. Ce sont les pros des cryptos. Ils vous accompagnent, les pros, Claire, Owen, chaque vendredi. Nouvel épisode aujourd'hui à retrouver aussi tout au long du week-end, puis des vacances sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Tiens, votre bilan de l'année, à part les records du Bitcoin, les records d'un certain nombre de cryptos, ça c'est trop facile. À part Donald Trump qui a été élu, qu'est-ce qui a le plus positivement marqué cette année pour l'écosystème? C'est la question qu'on voulait vous poser. Mais à part Donald Trump et le Bitcoin, sinon ce serait trop facile. Claire. Alors, il y a beaucoup d'actualités qui sont positives cette année.
Moi, je dirais les ETF, même si c'est à double tranchant, parce que certains disent la finance s'empare du Bitcoin, etc. Mais je pense quand même que c'est une actualité très positive, parce qu'elle a légitimé le sujet Bitcoin sur la scène mondiale, et qu'aujourd'hui, tout le monde assume de parler Bitcoin, alors qu'on a passé des années à essayer de parler Bitcoin dans le désert, avec des gens qui nous fermaient la porte et qui nous disaient « moi, je veux parler blockchain, token, NFT, etc. » Oui. Donc pour vous, il y a eu un grand pas là. Il y a eu un grand pas, et je parle des ETF pas tant pour leurs conséquences en termes de prix, qui existent et qui est positive, mais surtout pour leurs conséquences en termes d'image pour le secteur. Owen, pour vous, quelle a été la grande avancée pour l'écosystème cette année, à part les records du Bitcoin et Donald Trump ? Pour moi, c'est vraiment l'évolution des regards vis-à-vis des crypto-monnaies de manière générale. C'est pas simplement les particuliers, c'est pas simplement les grandes entreprises, c'est également les institutions, les chefs d'État. C'est rentrer dans le jeu géopolitique et dans le jeu financier mondial, et c'est ça qui est très important. Rien qu'à l'échelle française, aujourd'hui a été annoncé, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, à travers sa nouvelle filiale, va permettre à ses clients de s'exposer aux crypto-monnaies. C'est juste une direction qui a été confirmée définitivement et qui montre que ce n'est plus une question d'un particulier, de jeunes personnes, de technologie, de finances, d'institutions. Ça concerne maintenant tout le monde. C'est un sujet pour lequel on peut être pour, contre, mais quoi qu'il arrive, c'est une technologie et on doit de la considérer parce qu'elle va tout simplement être justement sur de plus en plus de lèvres et à travers de plus en plus de compositions de portefeuilles, et ça va tout simplement faire partie de la vie de tous les jours, comme Internet a changé le monde dans les 40 dernières années. L'institutionnalisation, et c'est vrai, vous l'avez cité rapidement, Owen, cette actu chaude aujourd'hui, caisse d'épargne qui va permettre à ses clients d'investir en crypto. On ne parle pas de forge, on parle de la caisse d'épargne, mesdames, messieurs. Là, c'est un signe supplémentaire sans doute important, Claire. C'est caisse d'épargne, Banque Populaire, Natixis, donc c'est le groupe BPCE, effectivement, via sa filiale qui obtient l'agrément PSAN aujourd'hui et qui annonce qu'ils vont proposer des services crypto. Donc aux particuliers, on imagine, en tout cas à partir de 2025, c'est une très grosse actu parce que ça fait des années qu'on sait qu'à un moment les banques vont entrer dans la danse. Voilà, on le sentait venir. Et là, on a pour la première fois dans un article de presse le nom d'une très grande banque française, puisqu'ils ont quand même 36 millions de clients, BPCE, avec le mot crypto-monnaie dans le même titre, de manière positive, c'est-à-dire qu'ils y croient et ils y vont. Moi, j'avais bossé il y a quelques années pour des entités du groupe BPCE et je peux vous dire que l'ambiance n'était pas encore à proposer de l'investissement en crypto-monnaie aux particuliers. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie évolution en interne. S'ils le disent aujourd'hui, c'est que ça fait probablement plus d'1 an qu'ils travaillent dessus. Donc ça fait plus d'1 an qu'ils ont changé d'avis et qu'ils montent ce projet. Moi, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Attention quand même aux communications. Hein, c'est pas impossible qu'il y ait du retard. C'est pas impossible que ça soit juste de l'exposition sur certains types d'actifs réservés à un certain type de clientèle. Mais en attendant, ça pourrait attirer de nouveaux clients. En attendant, en tout cas, c'est quand même une grosse annonce. Il n'y a pas que Bitcoin et Ether pour investir en crypto. Il y a plein d'altcoins. Il y a le stacking aussi intéressant. Puis les airdrops, les récompenses offertes aux détenteurs de certains tokens. Les airdrops, alors deviennent, c'est vous Owen qui nous alertez là-dessus, mais stratosphérique. Vous vouliez nous apporter des chiffres assez dingues sur les niveaux, les montants des airdrops en ce moment. Tout à fait. Je voulais en parler parce que sur les 2-3 dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses et ce sont des chiffres sans précédent. Il y a eu l'un des plus gros airdrops de l'histoire des crypto-monnaies, c'est-à-dire que Hyperliquid, une plateforme qui propose justement une plateforme décentralisée qui permet de réaliser certaines actions de trading, a distribué 300 millions de jetons qui valaient à l'origine 3 $ et qui valent à l'heure où je vous parle 26 $. Ils ont distribué littéralement 8 milliards de dollars sur un marché totalement liquide. On peut acheter et vendre sans aucun problème, quel que soit le volume aujourd'hui, de crypto-monnaies aux personnes qui ont dans le temps utilisé leur plateforme avant qu'ils lancent leur crypto-monnaie. Mais c'est pas tout. Il y a Pudgy Penguins qui était à la base, ils ont fait énormément de choses dans le monde de la crypto-monnaie et ils sont bien connus justement pour leur collection NFT. Ils ont distribué 1,3 milliard de dollars de leur nouvelle crypto-monnaie aux détenteurs de leur NFT. Et pour le coup, il y a un dernier gros point qui est notable, surtout en France, parce que c'est quand même une initiative qui est menée par des personnalités qui sont assez connues en France, comme Pierre Persson, ancien député français, mais également Adlit Akalbataï, qui était là dans la crypto-monnaie depuis peut-être 2012, 2013. C'est vraiment l'un des anciens du marché français, qui ont poussé une initiative assez folle avec évidemment une autre équipe de francophones que je salue. Et ils ont aujourd'hui lancé un stablecoin décentralisé qui a une valorisation et une supply à plus d'1,3 milliard de dollars à l'heure où je vous parle. Donc il y a eu des lancements assez fous, des airdrops et des distributions de nouveaux jetons qui n'existaient pas, qui ont touché toutes les personnes qui se sont intéressées de près ou de loin à ces initiatives avant qu'elles lancent leur token. C'est un signe de bulle ou pas ?
les airdrops qui atteignent des niveaux absolument dingues, est-ce que c'est les signaux d'une future bulle? Est-ce que le jour où on se dira ah là on atteint des niveaux de bulle, c'est par ce type de pan du marché crypto que ça pourrait finir par éclater d'après vous? Alors oui, dans chaque bull run, on voit effectivement une surévaluation de certains projets. Alors je n'ai pas envie de dire que ces projets-là spécifiquement sont surévalués, mais c'est vrai qu'on voit une tendance à plus de liquidité, plus de volume, des montants plus importants. Donc c'est typique de ce qu'on voit quand on arrive dans les moments assez hauts sur les cycles. Maintenant, d'expérience, les hausses peuvent s'étendre encore un peu avant d'avoir des corrections très très importantes. Donc je m'exprimerai pas sur est-ce qu'on est au top, pas au top. Je sais qu'il y a beaucoup de ce genre de questions. Et poser une question, c'est pas y répondre, on dit aussi. Voilà. Mais après, j'aime pas tellement le terme de bulle, moi, parce que je trouve que quand on dit bulle, on sous-entend qu'il n'y a rien derrière et que ça va éclater et qu'il n'y aura plus rien ensuite. Ça peut arriver que les prix soient surévalués. C'est déjà arrivé dans la crypto un certain nombre de fois. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a rien derrière. Qu'est-ce qui fera encore monter le Bitcoin? Alors il y a plein de sujets politiques, on aura 1000 fois l'occasion d'y revenir en 2025 dans les pros des cryptos. Est-ce qu'on peut imaginer aussi l'an prochain, en 2025, une vague supplémentaire d'ETF crypto, notamment aux États-Unis, Owen? Une vague d'ETF, une clarification de la réelle politique qui va être mise en œuvre par Donald Trump, des nouvelles institutions qui changent leur position, pourquoi pas Vanguard en face de BlackRock qui pourrait également apporter de la liquidité, ou à l'inverse, des attentes et des promesses qui ne se concrétiseront pas et un marché qui va tendre à la baisse. Ce qui est compliqué, c'est que pour moi, 2024 n'était que la concrétisation et la mise en place, c'est le décor d'une scène de théâtre très 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 volatile, mais très intéressante et pour le moins excitante, je pense, de ce qui va réellement se passer en 2025. Et c'est là qu'on aura les résultats de beaucoup de ces convictions qui sont portées par certains investisseurs. Ouais, la pièce de théâtre, le décor d'un scénario, c'est du marivaudage là, c'est du marivaux. Il y a quelque chose de marivaux dans le marché crypto, intéressant. Merci Owen. Owen Simonin, Hasher et sa chaîne YouTube Hasher avec un H au début, 720 000 abonnés. Félicitations Owen, on vous en souhaite encore beaucoup plus pour l'an prochain 2025. Merci Claire de nous avoir accompagnés. Claire Balva, VP stratégie de Deblock et récemment enregistré Epsan. Agré même, c'est ça. Agré Epsan, 2 sociétés seulement en France Agré Epsan. Et vous 4 maintenant, ça va vite. Mais on était la deuxième, effectivement. Ah, il y en a eu 2 de plus là. Depuis. Dont BPCE, dont on parlait. Dont BPCE, effectivement. Merci à tous les deux. Les pros des cryptos reviendront le vendredi 10 janvier prochain. Ce sera la Saint-Guillaume. Tiens, ça tombe très très bien. On fait une petite pause en attendant et vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des pros des cryptos de l'année pour remonter le fil de l'actualité sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Salut les amis, bonne fin d'année et rendez-vous en 2025. BFM Business, BFM Crypto, les pros.